Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver comme tous les dimanches. Au sommaire aujourd'hui, nouveau heurt, nouveau massacre cette semaine à Bangui. La Centrafrique va-t-elle retomber dans un cycle de violence? Depuis quelques mois, Moscou s'impose dans le pays. Quel rôle joue la Russie? La Centrafrique se replace-t-elle au centre de la carte de l'Afrique? La rue s'impose en Arménie, la révolution de velours est-elle en passe d'aboutir à une transition pacifique? Que sait-on du programme politique de Nikol Pachinian, très probable Premier ministre dès mardi? Et quelle est l'influence de la Russie sur cette ex-république soviétique? Les Libanais élisent leurs députés, c'est la première fois depuis 9 ans. Nouvelle loi électorale, vote de la diaspora, société civile. Faut-il s'attendre à un bouleversement? Dans ce Proche-Orient en ébullition, quel est l'impact des tensions régionales sur le scrutin? Le président français en Nouvelle-Calédonie, pile 6 mois avant le référendum sur l'indépendance du territoire. La Nouvelle-Calédonie est une chance sur le plan géopolitique, a déclaré Emmanuel Macron. En quoi la France peut-elle se passer de la Nouvelle-Calédonie et inversement? Pour commenter, décrypter et analyser cette semaine d'actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Slimane Zeguido, éditorialiste à TV5 Monde. Pendant 25 ans, grand reporter, notamment au Proche-Orient, pour de nombreuses publications. C'est un visage bien connu de nos téléspectateurs fidèles à 64 minutes Le Monde en français. Vous tenez également un blog de géopolitique des religions sur le site de TV5 Monde. Colette Brackman, responsable de l'actualité africaine et plus particulièrement de l'Afrique centrale au quotidien belge Le Soir. On vous doit avec Thierry Michel le documentaire L'homme qui répare les femmes, un portrait du docteur Mukwege. Et vous tenez un blog sur le site du Soir, le carnet de Colette Brackman. Et enfin, Xavier Martinez, journaliste à la radio France Culture. Vous produisez et présentez les enjeux internationaux, un éclairage quotidien sur l'actualité internationale, la géopolitique, la diplomatie et l'économie. Et puis nous retrouverons tout à l'heure Michel Touma, rédacteur en chef au quotidien libanais francophone L'Orient le Jour depuis Beyrouth. Merci à vous trois d'être déjà ici dès le début de l'émission pour faire un tour d'actualité. Si vous qui nous regardez aux quatre coins de la planète, vous avez des questions, des remarques, vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, #mot-dièse kiosque sur Twitter ou alors sur notre page Facebook. On vous attend nombreux. Cette question pour commencer, la Centrafrique est-elle à nouveau au bord du gouffre? Mardi, nouvelle flambée de violence, ça fait au moins 24 morts et plus de 170 blessés. Récit d'un mardi sanglant. Ils appellent à la démission du président et portent le corps de ce prêtre tué quelques heures plus tôt. En direction du palais présidentiel de Bangui, une foule en colère s'est rassemblée à plusieurs endroits de la capitale. Juste après une attaque contre l'église Notre-Dame de Fatima, en pleine cérémonie, de nombreux fidèles étaient présents. On a été à l'autre là, à Fatima, pour notre fête patronale. Et soudain, on s'est rencontré avec les musulmans qui sont venus tirer sur nous. Tout le monde s'est mis à courir. Une des sœurs de l'église a reçu une balle dans le pied et a été amenée à l'hôpital. Mais certains blessés sont restés là-bas. Pour le gouvernement, tout était planifié depuis plusieurs jours, mais par qui? En représailles, cette mosquée a été incendiée. Pour cet habitant de Bangui, des éléments extérieurs sont responsables de cette tension. Les gens qui sont avec le Mexique là-bas, là, ils ne sont pas des Centrafricains. Eux savent bien qu'ils sont des rebelles, des mercenaires. Ils vont jusqu'au niveau de l'église Fatima pour tuer. C'est à plusieurs reprises qu'ils font ça. Est-ce la résurgence d'un nouveau cycle de violence interconfessionnelle, comme beaucoup de Centrafricains le redoutent? Et cette question, Colette Brackman, est-ce que le pays est sur le point de retomber dans un cycle de violence? Ça fait depuis 2013 qu'il y a un conflit qui ne cesse pas. Oui, lorsque le président est arrivé au pouvoir, voici 2 ans, 80% du territoire était aux mains de milices rebelles. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il essaye par tous les moyens, y compris avec l'aide maintenant des Russes, de reprendre le contrôle, de former une armée nationale. Et les milices rebelles qui sont contrées par les forces de la MINUSCA, donc la mission des Nations Unies, plus par peut-être cette nouvelle armée en formation, livrent un combat pour ne pas céder de terrain. En plus, ces milices se replient chaque fois sur les pays voisins avec leur butin, avec le fruit de leur prédation vers le Tchad, vers le Soudan. Et ils n'entendent pas évidemment se laisser déposséder de cet accès aux ressources. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On voit une flambée de violence. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est-à-dire le 1er mai, c'est que
En fait, c'est des événements qui ont commencé depuis pas mal de temps, depuis 3 semaines. C'est le moment où l'ONU et la force de la MINUSCA a décidé de nettoyer ce quartier qu'on appelle le PK5, qui est quartier musulman de Bangui, et qui est poumon depuis économique de la ville poumon aussi. économique de la ville aussi, qui est aujourd'hui occupé par des commerçants, qui est occupé aujourd'hui aussi par une milice qui s'appelle la milice de Force, le général Force, qui est le nom de cet homme qui tient un groupe armé dont on ne sait pas s'il fait partie de cette rébellion ex-Seleka, dont on ne sait pas s'il a des revendications politiques. Toujours est-il que les habitants excédés d'être rackettés et protégés à la fois ont demandé à la MINUSCA d'intervenir. Ce qu'ils ont fait, ont arrêté un général de cette milice, suite à quoi on a vu ces événements du 1er mai, c'est-à-dire une flambée de violence et une rencontre effectivement entre chrétiens et musulmans, c'est-à-dire effectivement le retour des violences de 2013 confessionnelles. Colette, vous avez interviewé le président Touadéra il y a une semaine à peu près. Il est dans quel état d'esprit? Ça fait 2 ans qu'il est au pouvoir et les choses restent très compliquées en République centrafricaine. Et pour lui, l'enjeu, c'est de restaurer l'autorité de l'État, j'allais dire d'abord dans la capitale, et puis le plus loin possible. C'est la première chose. Et donc, il cherche de l'aide où il le peut. La MINUSCA, donc la force des Nations Unies est là, mais il trouve qu'elle n'est pas suffisante pour l'instant. Il voudrait des contingents plus opérationnels. 12 000 hommes pour l'instant, la MINUSCA? Oui, 12 000 hommes, mais le contingent rwandais a subi des pertes lors des affrontements d'il y a 15 jours. Donc cette force est vraiment... Alors il regrette aussi que d'autres contingents aient été retirés, comme le contingent de la République démocratique du Congo. Donc c'est une force qui s'affaiblit, qui n'est pas suffisante. Alors il essaie aussi de créer une armée nationale. 2000 hommes ont déjà été formés, bien formés d'ailleurs par une mission européenne. Mais le problème, c'est que ces hommes sont bien formés, mais n'ont pas d'armes. Et donc il dit, ils s'entraînent avec des bâtons et des bouts de bois, ce qui est évidemment ridicule. Et donc on va y venir, puisque c'est l'un des aspects aussi de ce qui se passe en Centrafrique aujourd'hui, c'est la présence des Russes. Slimane. Oui, c'est une présence qui est loin d'être anecdotique quand on connaît l'histoire de l'imprégnation d'abord soviétique et du retour progressif des Russes. D'abord, les Russes ont un ambassadeur qui est là depuis 7 ans, alors que la France s'apprête à nommer un 4e ambassadeur. Le président Touadéra a un conseiller à la sécurité russe, et les Russes s'infiltrent à travers des missionnaires plus ou moins privés, et ils sont en train de s'installer dans des régions où se trouvent des rebelles. Et c'est une présence qui se densifie petit à petit, et qui n'est pas d'ailleurs centrée seulement sur la Centrafrique. Elle s'adosse déjà à leur présence au Soudan, parce que le Soudan a demandé officiellement à ce que la Russie ouvre une base militaire au Soudan, et on voit que les Russes reviennent par la voie royale par laquelle l'Union soviétique était entrée en Afrique, c'est-à-dire la Somalie, l'Éthiopie et le Soudan. Xavier ? Oui, effectivement, sur cette présence russe, on voit que ça fait partie de ce grand projet de réinstaller la Russie sur la carte de l'Afrique. Il y a eu des tournées importantes de Sergueï Lavrov. C'est un pas important aussi pour la Centrafrique, qui a été jusqu'ici soutenue par les pays, ou en tout cas soutenue à l'ONU par les pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis, qui ont fait les premières missions militaires, qui ont délégué aujourd'hui cette force de protection à l'Union africaine. L'Union africaine qui a repris une médiation qui marche en pointillé, on va dire, on en voit les résultats aujourd'hui, et effectivement la Russie qui arrive depuis la fin de l'année dernière et qui tente de reprendre la main. Et ça s'est joué à l'ONU, et c'est une séquence assez étonnante. Mais oui, lorsque j'ai interviewé le président Touadéra, il m'a expliqué que donc en septembre 2017, il a rencontré le président français, donc sa force de 2000 hommes était là, n'avait pas d'armes. Il a rencontré le président Macron demandant si la France pouvait l'aider, fournir des armes. Le président Macron a répondu que la marine française avait arraisonné un bateau au large de la Somalie qui avait des armes destinées aux djihadistes somaliens. Donc on les avait arraisonnés, ils étaient à disposition. Il a dit on peut vous les céder à condition que le Conseil de sécurité lève l'embargo pour cette livraison. Et le président centrafricain a posé la question aux membres du Conseil de sécurité, est-ce que je peux disposer de ces armes? Et là,
la Russie a mis son veto en disant d'abord des armes destinées aux terroristes doivent être détruites et pas cédées à une partie tiers. Et puis surtout, nous allons, nous, vous donner des armes gratuitement. Combien en voulez-vous? Et donc la Russie a promis une livraison. Alors là, le président a repris son bâton de pèlerin, a reconsulté les membres du Conseil de sécurité et comme il le dit, les Russes ne sont pas arrivés clandestinement. Les 5 membres du Conseil de sécurité ont donné leur accord. Vous voulez donner des armes gratuitement, ok, très bien. Les Russes l'ont fait, ils ont équipé cette force. Le premier avion est arrivé en janvier, d'autres ont suivi, ainsi que, après, 200 instructeurs, parce qu'il fallait tout de même enseigner le maniement de ces armes. Et puis maintenant, d'après les informations qu'on a, ces 200 instructeurs sont devenus un millier d'hommes et aussi des forces spéciales et aussi des conseillers et puis aussi des oligarques dans les régions où se trouve du diamant. Et voilà. Et donc, le président centrafricain est allé à Sochi rencontrer Poutine, avec lequel il a conclu des accords qui n'ont pas tous, dont le contenu n'a pas été rendu public et qui doivent inclure peut-être un accord de défense ou de formation d'une armée nationale. En tout cas, il y aurait des contrats conclus pour des missions de prospection minière. Certainement. Alors voilà, moi je pense qu'il y a un jeu quand même, il faut le dire, c'est pour ça que j'ai dit aider tout à l'heure, mais quand même très cynique au sujet de la Centrafrique et compliqué aussi de la part des puissances internationales, puisque c'est un pays extrêmement minier avec une gamme très diverse, mais ça va de l'or à l'uranium en passant par le nickel, l'étain, que ces zones se trouvent dans les zones contrôlées par les groupes rebelles aujourd'hui et que effectivement les Russes, voir les Russes arriver, mais pas seulement les Russes, ça pose toujours la question des accords qui ont été conclus par derrière, des accords miniers. C'est vrai que les Russes ont envoyé des émissaires déjà voir les groupes rebelles, notamment à Kaga-Bandoro, et qu'on a parlé d'un accord minier qui aurait été conclu avec la présidence déjà. Voilà. L'intérêt des Russes, il est là, il est sur les ressources naturelles du pays qui, du fait de la situation politique du pays, ont été assez peu exploitées, on peut le dire. Ou est-ce qu'il y a quand même aussi un intérêt géopolitique, géostratégique? Vous soulignez tout à l'heure, il y a des pays alentours qui sont quand même pas inintéressants. Moi, je serais réservée. Je pense que les ressources minières sont certainement un adjuvant, disons, à l'intérêt russe, mais elles ne sont pas si importantes que cela. Ce qui compte, c'est la position géostratégique de la Centrafrique. Les Russes, on l'a dit, sont déjà présents au Soudan. Et puis, à côté de la Centrafrique, de l'autre côté du fleuve, il y a la République démocratique du Congo, dont les ressources sont bien plus importantes. Or, le régime Kabila est en délicatesse pour l'instant avec l'Occident. Il est sous pression, sous sanctions, parce que les élections n'ont pas eu lieu à la date prévue, etc. Et je sais que des contacts discrets ont lieu entre Kinshasa et les Russes qui sont déjà présents à Bangui. Et n'oublions pas que la Chine est présente, très présente, en République démocratique du Congo et que la Chine et la Russie, au Conseil de sécurité, votent chaque fois contre les sanctions. Donc, on pourrait voir une redistribution des cartes dans la région. Oui, je pense que vous avez raison. L'aspect minier n'est pas la chose qui intéresse le plus les Russes, ne serait-ce que parce que la Russie ne dispose pas d'une industrie aussi variée, exportatrice, productrice comme l'est l'industrie chinoise. Les Russes ont suffisamment de minerais dans beaucoup de domaines et en même temps, on ne voit pas, à part l'industrie militaire, il n'y a pas beaucoup d'industrie russe. Par contre, la présence géopolitique, le fait de s'infiltrer du Soudan à la Centrafrique et d'aller ensuite vers le Congo et peut-être jusqu'à l'Atlantique, ça, c'est une vieille idée géopolitique de la Russie qui, rappelons-nous, s'était installée à l'époque en Angola, au Mozambique, au Soudan, pas au Soudan, en Somalie et au Yémen, juste en face du détroit de Bab el-Mandeb. Et comment va réagir la France, qui est l'ancienne puissance coloniale, qui est quand même la puissance qui, jusqu'à très récemment, était la plus présente. Et qui, jusqu'ici, en tout cas, la France d'Emmanuel Macron est restée plutôt réservée sur cette question, me semble-t-il. Faustin Archange-Touadéra avait été reçu à l'Élysée à la fin de l'année dernière. Il n'y a pas eu des déclarations extrêmement fortes de la France depuis le début de l'année sur ce conflit. Mais je voulais juste ajouter que quand je parlais d'un jeu cynique, c'est peut-être moins le
jeu des puissances avec les groupes armés que le jeu des groupes armés avec l'inquiétude de la population elle-même. Comme on le voyait dans le reportage, il y a une anxiété qui est extrême à la fois de la part des chrétiens et des musulmans et qui aussi permet ces mobilisations et ces émeutes et ces lynchages qu'on voit en ce moment. Et c'est peut-être de ça d'abord qu'il faut s'inquiéter. La population réagit comment à tout ça? Vous n'y êtes pas allé depuis quelques mois, mais la population est dans quel état d'esprit? Mais d'après les informations que je reçois un peu du terrain, la population a plutôt bien vu l'arrivée des Russes parce qu'ils ont dit, bon, au moins ils vont équiper, ils vont aider l'armée nationale. Ce qui est plus inquiétant, c'est que les Russes ont commencé des négociations directes avec les groupes rebelles en disant, voilà, est-ce qu'on peut faire des accords? Donc, en dehors de tout cadre, ils ont commencé à négocier à leur façon en alliant les promesses d'une part et la menace de l'autre, des menaces de violence. Et donc, c'est ce qui pourrait expliquer aussi que les groupes rebelles essayent de gagner du terrain vite tant qu'il en est encore temps. Donc, la population, elle est plutôt favorable à cette présence des Russes. Le président est invité au sommet de Saint-Pétersbourg. La population y voit un peu d'espoir, mais en attendant, les groupes rebelles multiplient les actions, peut-être pour gagner du terrain et du temps tant qu'ils le peuvent. Est-ce que cette présence russe pourrait être un bien pour le sort de la Centrafrique, puisque est-ce que ça peut remettre la Centrafrique un peu au centre du jeu? C'est un pays dont on parle très peu, qui a priori n'intéresse pas énormément. Internationaliser au maximum la question de la Centrafrique. Et il y a un aspect positif de toute internationalisation, en ce sens que la communauté internationale va jeter tous ces éclairages sur la région, où ça deviendra donc un pays qui sera surveillé comme le lait sur le feu. Ça, c'est l'avantage. Le désavantage, c'est que s'il y a des rivalités qui se nouent, des bras de fer qui s'établissent entre des pays présents sur place, ce pourrait l'être au détriment des populations locales. Si chacun va soutenir l'un tel parti, l'autre tel groupe, là, effectivement, ça pourrait aggraver la conflictualité interne. Colette, pour conclure là-dessus, cette présence des Russes, un éclairage sur la Centrafrique qui pourrait lui être bénéfique? Peut-être, mais ce qui est frappant, c'est que finalement l'argument confessionnel, musulman, chrétien, etc., recule devant les arguments géostratégiques où tout d'un coup ce pays revient au centre des rivalités internationales et montre qu'au fond même un petit pays d'Afrique que l'on croyait pas si petit que ça, d'ailleurs, que l'on croyait oublié, revient au centre du jeu d'échecs international où chacun avance ses pions et où l'Europe, je dis la France, est impuissante sur le plan militaire, fait le geste qu'il fallait d'équiper cette armée et l'Europe n'a pas les règles bureaucratiques qui lui permettaient d'équiper ces hommes qu'elle avait formés. Donc là, il y a une sorte d'impuissance de l'Europe qui est assez caractéristique et inquiétante. Il y a un pays dont on parle régulièrement à TV5 Monde, on n'a pas attendu l'arrivée des Russes. L'influence des Russes, on va en parler aussi, mais dans un autre pays, en Arménie. On va s'y intéresser. Cette ex-république soviétique du Caucase du Sud vit une séquence politique inédite. Le 23 avril dernier, la rue chassait le Premier ministre et ex-président, mettant fin, sans violence, à un pouvoir de 10 ans. L'appel à cette révolution de velours a été lancé par Nikol Pachinian, ce député d'opposition devenu en quelques jours premier opposant et tombeur de Serge Sarkissian. 3 semaines après le début de la crise politique, le parti républicain au pouvoir semble se résoudre à sa désignation à la tête du gouvernement. Ils attendaient ce moment depuis des semaines. Alors que la nuit tombait sur Yerevan, des dizaines de milliers de manifestants allaient pouvoir savourer leur victoire. Quand l'opposant Nikol Pachinian prend la parole, c'est pour annoncer que le parti au pouvoir renonce à s'opposer à son élection, lui laissant la voie libre pour devenir Premier ministre. Le parti républicain s'est réuni. Ses membres ont déclaré que lors des prochaines élections, ils soutiendront le candidat du peuple. Une élection qui devrait se tenir le 8 mai prochain. En attendant, Nikol Pachinian appelle à la fin du mouvement de protestation et donne rendez-vous à ses partisans la semaine prochaine pour fêter son élection. Une annonce qui fait suite à une nouvelle journée de manifestations et de blocages. Peut-être la dernière journée d'un mouvement qui aura duré 3 semaines. 3 semaines de mobilisation sans violence qui marque un tournant dans l'histoire du pays. Et très probable l'élection mardi donc de Nikol Pachinian. Est-ce qu'on peut dire, Xavier, que la révolution de velours est en passe de réussir ?
La révolution de velours, en tout cas, c'était ce projet de Nicole Pachinian au début des manifestations. C'est vrai qu'il faut remarquer, et ça a été beaucoup souligné, que c'est une révolution sans effusion de sang. Pour l'instant, c'est exceptionnel, et c'est assez exceptionnel aussi dans l'histoire politique de l'Arménie, puisque chaque élection auparavant avait mené à des contestations, des manifestations et une répression toujours assez violente. D'ailleurs, Nicole Pachinian lui-même est issu, ou en tout cas sa carrière politique est née un peu au cœur de cette contestation dans les précédentes élections. Ensuite, révolution de velours. Il faut attendre, je pense, quand même, ce vote crucial qui aura lieu le 8 pour savoir si effectivement le projet de Nicole Pachinian de se faire valider par ce fameux parti républicain jusqu'aujourd'hui ultra dominant va réussir. Parti au pouvoir. Voilà, parti au pouvoir. Et que va-t-il se passer si le parti républicain ne valide pas Nicole Pachinian? Dans tous les cas, ce cas de figure de transition politique pacifique, comme il se dessine, c'est plutôt inédit dans la région. Oui, mais les règles du jeu ne sont pas toujours écrites, mais malheureusement, la situation en Arménie ne dépend pas que des électeurs arméniens. Il y a de puissants voisins, il y a de grands frères, dont le frère russe, qui pèsent lourdement sur l'avenir de l'Arménie. Des 15 républiques, ex-républiques soviétiques, l'Arménie est le pays qui est resté le plus proche intimement de la Russie, plus que la Biélorussie et le Kazakhstan, autres nostalgiques de l'époque soviétique. Alors, il y a deux chiffres, par exemple. Vous avez 3 millions d'Arméniens en Arménie. Il y en a autant à l'intérieur de la Russie si on inclut les binationaux. Donc, l'Arménie ne peut pas vivre sans les mandats, sans l'aide de sa diaspora à l'intérieur de la Russie. L'armée arménienne est tenue à bout de bras par l'armée russe. Il y a des bases militaires russes. Et enfin, la Russie livre du gaz à très très bas prix à l'Arménie, pays qui est totalement dépourvu de ressources énergétiques. Donc l'enjeu, le fond de l'affaire, si vous voulez, pour Moscou, c'est d'éviter un scénario à l'ukrainienne. Les Russes ne s'en remettent pas d'avoir perdu une partie de l'Ukraine et la Géorgie de leur ancien fief soviétique. Et ils ne tiennent pas à ce que l'Arménie entame une sorte de révolution orange pro-occidentale, pro-européenne, qui enlèverait encore un de leurs pions. Et la Russie, on l'a très peu entendu pendant cette crise finalement. On l'a très peu entendu. Je crois qu'elle a eu des propos très, très modérés et très volontairement distants, peut-être pour cette raison que vous évoquez, Slimane Zegdour. Cependant, je serais peut-être moins certain que ce qui préoccupe la Russie aujourd'hui avec cette révolution, c'est effectivement un scénario à l'ukrainienne. Quoique, c'est vrai qu'il y a des accords de coopération importants et renforcés entre l'Arménie et l'Union européenne, mais c'est vrai aussi que cette coopération économique et politique est encore plus importante avec la Russie. L'Union économique eurasiatique a encore été renforcée au début de cette année. Donc je ne suis pas certain que ce soit effectivement la préoccupation principale de Moscou, d'où peut-être effectivement cette modération jusqu'ici. Même si il est impossible qu'un changement majeur ait lieu en Arménie sans que Moscou soit consulté officieusement. Et Moscou a dû être, à mon avis, rassuré par l'opposition ukrainienne. L'opposition a dû envoyer des messages. Pro-occidentale. Oui, elle a dû envoyer des messages pour rassurer le Kremlin. Il y a une question qui se pose aussi, c'est qui détient le pouvoir aujourd'hui en attendant mardi? Est-ce que, quand même, malgré tout, la rue a réussi à faire quelque chose d'assez exceptionnel en Arménie en 3 semaines, Colette? Je crois que la rue est très vigilante, très mobilisée. Tous les reportages qu'on lit montrent vraiment une présence des gens dans les rues, mais très pacifique. Mais je crois que aussi ce qui se passe en Arménie doit parler à l'imaginaire des Russes, parce que l'Arménie fait partie de leur espace sentimental et imaginaire. Et donc, les nouveaux dirigeants devront se montrer très prudents et très rassurants par rapport à la Russie. Et même la population aussi, que ça n'apparaisse pas comme une rupture avec l'ami russe. Il n'y a pas le sentiment anti-russe en Arménie, Slimane? Ah non, pas du tout. Il y a même une russophilie culturelle. Tenez, une simple anecdote. Pendant toutes ces manifestations de ces derniers jours, j'écoutais attentivement tous les citoyens arméniens que les diverses chaînes de télévision interrogeaient dans la rue. Je n'ai pas entendu un seul citoyen arménien répondre en arménien. Tous répondaient en russe. Ce qui montre la prégnance culturelle russe à l'intérieur de l'Arménie d'aujourd'hui encore. Alors si on regarde la carte de l'Arménie, le pays est en gros entouré d'ennemis, l'Azerbaïdjan, la Turquie ou de pays inamicaux, la Géorgie et l'Iran. Erevan
On n'a pas vraiment d'autres alternatives, en fait, diplomatiquement dans la région. Il y a une grande question qui se pose, effectivement, vous faites bien de montrer ces cartes pour l'Arménie, qu'on voit à la fois enclavée dans le Sud-Caucase, qui constitue aussi cette pointe avancée, on pourrait dire, de l'influence russe dans ce Sud-Caucase, avec des partenaires de la Russie, mais qui ne sont pas des alliés, qui sont l'Iran d'un côté, la Turquie de l'autre. La frontière avec l'Iran est plutôt active économiquement pour l'Arménie. La frontière avec la Turquie est fermée. La frontière avec l'Azerbaïdjan, n'en parlons pas ou parlons-en, c'est ce fameux Haut-Karabakh qui est toujours une zone de conflit, effectivement. Mais il y a un enjeu de désenclavement qui est quand même assez essentiel pour l'Arménie. Et ça avait été un des projets, d'ailleurs, de l'ancien Premier ministre, aujourd'hui démissionné, c'est Serge Sarkissian. Donc pour la Russie, c'est toujours un enjeu aussi, mais c'est un enjeu propre pour l'Arménie, ne l'oublions pas. Et pourtant, il y a eu un rapprochement là récemment entre Moscou et la Turquie. Ça ne doit pas énormément plaire à Erevan, ça. Oui, mais c'est purement anecdotique. Ça n'aura pas d'impact. D'abord, ça ne poussera pas les Turcs à rouvrir leurs frontières avec l'Arménie, ni les Russes à lâcher les Arméniens dans les affaires militaires qu'ils opposent à l'Azerbaïdjan, notamment autour du Haut-Karabakh. Mais on a parlé de l'Iran tout à l'heure. L'Iran joue un rôle énorme, comme vous le rappeliez, dans l'économie arménienne. Et d'ailleurs, dans le conflit qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan, bien que l'Azerbaïdjan soit le deuxième et dernier pays chiite au monde, l'Iran chiite soutient l'Arménie contre les Azerbaïdjanais. Comme quoi, lorsque la géopolitique, les intérêts géopolitiques ont le primat sur les affiliations religieuses. Alors, si on revient à la situation dans le pays, Nicole Pachinian pourrait devenir ce Premier ministre mardi. Il s'est longuement exprimé déjà au Parlement cette semaine. Est-ce qu'on en sait plus sur son programme politique? Il a promis de le présenter sous une vingtaine de jours. Alors moi, je n'en ai pas vu beaucoup plus. Pour l'instant, c'est un programme politique qui est surtout un programme de rejet de ce parti républicain, rejet de la corruption qui est liée à ce parti républicain. Mais j'avoue que j'en ai pas vu beaucoup plus, donc peut-être que je peux laisser la parole à mes collègues. Simone, peut-être on sait pas encore. Non, c'est encore un peu flou. Mais j'ajoutais un petit détail sur les liens entre l'Arménie et la Russie. C'est un détail. Par exemple, Sergueï Lavrov, qu'on voit partout, c'est un Arménien. Qui est le chef de la diplomatie. Oui, c'est un Arménien. Ça montre que la diaspora arménienne joue un rôle politique à l'intérieur de la Russie qui est majeur. Par contre, le rôle politique et encore une fois géopolitique de Nicole Pachinian, il y a une grande question qui se pose si jamais c'est lui qui est Premier ministre, c'est la conduite des négociations sur le Haut-Karabakh qui existent quand même si elles sont là encore très intermittentes avec l'Azerbaïdjan. Serge Sarkissian, donc l'ancien Premier ministre, qui était un ancien de la guerre du Haut-Karabakh, comme beaucoup de cadres de ce parti républicain, lui, on pourrait dire, avait la stature et surtout la légitimité et la crédibilité pour pouvoir conduire ces négociations. Est-ce que Nicole Pachinian l'aura? C'est une grande question aussi. Et les Arméniens qui sont confrontés à la corruption, à tous les niveaux de la société, vous l'évoquiez tout à l'heure, forte immigration, il y a une très forte diaspora arménienne, une qualité de vie nettement dégradée. Quelles sont les perspectives là prochainement pour les Arméniens? Qualité de vie dégradée, et ils ont dû accueillir des Arméniens de Syrie. Il y a à peu près quelques 20 000 Arméniens de Syrie qui sont partis donc, en Arménie. Et tout cela fait que, il faut ajouter aussi que les rapports entre le régime syrien de Bachar et l'Arménie sont presque idylliques. Donc tout cela fait que l'Arménie, qui souffre énormément de la fermeture avec la Turquie, qui était un débouché pour des produits agricoles et autres, effectivement, l'Arménie n'a pas beaucoup de ressources, à part quelques aides européennes. Les échanges avec l'Iran et l'argent de la diaspora, ça reste un pays extrêmement démuni. Alors, les perspectives immédiates, si jamais il y a la levée des barrages, c'est la reprise, disons, de l'activité économique, c'est le renforcement de cette activité économique, d'une part avec la Russie, d'autre part avec l'Union européenne, puisque c'est compris dans les accords. C'est aussi le sommet à la fin de l'année de la francophonie. Ne l'oublions pas, l'Arménie est sur la carte de la francophonie, elle tient à y rester aussi. Et c'est également, me semble-t-il, le sort des étudiants arméniens, notamment l'université d'Erevan,
Yerevan, qui, si j'ai bien compris les articles que j'ai lus, sont quand même des étudiants extrêmement bien formés en informatique et qui aujourd'hui sont un peu la proie des gros investisseurs étrangers qui ont besoin de ces informaticiens de génie, disons, pour pouvoir mener à bien un certain nombre de projets, dont les fameuses mines à Bitcoin, par exemple. Et vous faites bien de mentionner le sommet de la francophonie, puisqu'on est à TV5 Monde et que, évidemment, nous y serons, comme à chaque fois. On accueille maintenant Michel Touma. Bonjour Michel, merci d'être avec nous depuis Beyrouth. Vous êtes l'un des rédacteurs en chef du quotidien libanais francophone L'Orient le Jour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, on va s'intéresser aux législatives de ce dimanche au Liban. Il y a toute une partie de la jeunesse qui vote pour la première fois des élections attendues depuis presque une décennie. Écoutez. Je suis partie de Beyrouth à 5h30 ce matin pour venir voter à Ashkout. Ça fait 9 ans qu'on attend ces élections. Pour moi, il est évident que je dois voter pour les indépendants et non pour ceux qui sont actuellement au pouvoir, car je ne les considère pas comme une autorité politique. Je les considère plus comme une mafia qui a conquis les sièges parlementaires et en hérite depuis la guerre civile libanaise. Ils sont en partie responsables pour n'avoir non seulement pas réparé le pays, mais aussi pour l'avoir détruit. Le plus important, c'est la question du citoyen, qu'il y ait un peu de respect pour le citoyen. C'est tout ce qu'on espère. On ne demande pas plus, tant qu'on obtient déjà ça. Avec nous depuis Beyrouth, Michel Touma de L'Orient le Jour. Michel, vous citiez dans un de vos articles cette semaine le député du Hezbollah Nawaf Moussaoui qui soulignait que ces élections décideront de l'identité du Liban, ce sont ses mots. Une petite phrase qui en dit long sur l'enjeu de ce scrutin aujourd'hui ? Oui, effectivement, c'est une petite phrase qui a son importance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Liban a toujours été bâti sur un fragile équilibre communautaire entre 18 communautés au Liban. Alors, le problème, c'est que le Hezbollah est un parti pro-iranien qui, dès sa naissance au milieu des années 80, a fait acte d'allégeance absolue et inconditionnelle au guide spirituel de la révolution iranienne. Ça, c'est inscrit dans la doctrine du Hezbollah. Cette doctrine souligne que les grandes décisions stratégiques, notamment la décision de guerre et de paix, est tributaire de la volonté du guide suprême de la révolution iranienne. Alors, dans le contexte régional actuel, dans le contexte de l'expansionnisme iranien auquel nous assistons un peu dans la région, et compte tenu du fait que le Hezbollah participe et est un des acteurs principaux de cet expansionnisme, notamment en Syrie et dans certains pays arabes, et compte tenu du fait que la tradition au Liban a été de tenir le pays à l'écart de la politique des axes régionaux. Or là, dans ce cas, le Hezbollah est impliqué dans une politique d'expansionnisme iranien, donc il remet en cause la vocation du Liban d'être neutre dans les conflits régionaux. Il remet en cause la vocation du Liban de se tenir à l'écart de la politique des axes dans la région. Et du fait de sa stature, il ébranle le fragile équilibre intercommunautaire. Est-ce que ça veut dire, Michel, que ces élections se jouent justement sur ces conflits dans la région, sur ces tensions dans la région dont on parle régulièrement ici dans Kiosque? L'enjeu, en fait, pour ces élections est de savoir quel poids aura le Hezbollah dans le nouveau Parlement. C'est-à-dire, d'une manière très concrète, le Hezbollah veut d'abord éviter que les candidats chiites qui s'opposent, qui remettent en cause son autorité et qui ont présenté des candidatures dans des régions contrôlées par le Hezbollah, il veut éviter que ces candidats n'obtiennent un score trop élevé, parce que ça ébranlerait quelque peu sa légitimité populaire. Et donc ça, c'est l'un des enjeux du Hezbollah. Le deuxième enjeu, c'est qu'il puisse, avec ses alliés, obtenir le tiers de blocage au Parlement pour justement bloquer de grandes décisions, des décisions importantes d'ordre stratégique qui pourraient être débattues au Parlement. Donc ça, c'est l'enjeu, en fait, le poids qu'aura, le poids numérique, disons, qu'aura le Hezbollah au sein du nouveau Parlement. Ça, c'est sur le plan numérique, mais sur le plan de la symbolique politique, il veut démontrer par ses législatives que sa légitimité populaire n'a pas été ébranlée par sa participation à la guerre syrienne
et par son implication dans les conflits dans la région. Parce que beaucoup d'analystes et de commentateurs disent qu'il y a une certaine grogne populaire dans les milieux chiites à la suite de l'implication du Hezbollah dans les conflits régionaux. Donc on comprend bien qu'il y a un enjeu très important autour du Hezbollah. Un autre point qu'on va aborder avec vous, Michel, c'est cette présence pour la première fois de la diaspora dans le vote. C'était une demande de longue date des partis chrétiens. Est-ce que ce vote des Libanais de l'étranger va changer quelque chose ? Alors d'abord, ce vote, c'est la première fois effectivement que les Libanais de l'étranger participent aux élections législatives. Pour des considérations d'ordre logistique et administratif et d'organisation interne, cette participation n'a pas été aussi importante que ne l'espéraient le gouvernement et certains partis. À peine 90 000 Libanais ont participé à ces élections, alors que les Libanais de l'étranger se chiffrent ce compte s'élève au moins à 10 ou 15 millions de Libanais à l'étranger. Alors, ceci dit, cette participation peut avoir un impact dans certaines circonscriptions, compte tenu de la nouvelle loi électorale qui est basée sur un scrutin à la proportionnelle, un scrutin de liste basé sur la proportionnelle. Quelques centaines de voix peuvent influer sur le résultat dans certaines circonscriptions. Et là, le vote de la diaspora... Pardonnez-moi, je vous coupe, Michel, mais parce que vous le précisez, il y a une nouvelle loi électorale. Mais en gros, on s'attend à ce que l'équilibre au Parlement ne soit pas changé pour terminer brièvement. En gros, pas de grosses nouveautés attendues après ces élections? Oui, sur le plan communautaire, d'abord, il faut savoir que la répartition communautaire des sièges est fixe et n'est pas du tout remise en cause. C'est-à-dire, la moitié des députés sont chrétiens, l'autre moitié est musulman. Alors, au niveau des rapports de force, grosso modo, le rapport de force entre les différentes factions politiques ne devrait pas trop changer au sein du nouveau Parlement. Peut-être ça peut se jouer autour de 3, 4, 5 ou 6 sièges, mais d'une manière générale, le rapport de force ne devrait pas, en principe, sauf surprise, être vraiment changé d'une manière radicale. Et les bureaux de vote mais c'est la symbolique politique qui est importante. Oui, et les bureaux de vote vont fermer bientôt. On aura déjà de premières estimations dans quelques heures. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous depuis Beyrouth. Bonne fin de journée d'élection et bon dimanche à vous. À très bientôt. Slimane, on s'en rend bien compte, c'est un scrutin très scruté dans ce Proche-Orient en ébullition. Oui, mais j'écoutais ce que disait avec l'intervention Michel, c'est qu'en fait, le grand drame du Liban est qu'on n'a pas encore le citoyen libanais, simple citoyen. On est citoyen libanais, mais chrétien, maronite, orthodoxe, melkite ou druze ou sunnite ou chiite. Ce qui veut dire que les communautés qui sont instituées, qui sont reconnues légalement comme sous-nations à l'intérieur de la nation, il y en a 18, Michel le rappelait, sont représentées au Parlement au prorata de leur poids numérique dans la population. Or, ce système a été établi en 1943, au moment de l'indépendance. Il s'appelle le Pacte national. À l'époque, les chrétiens étaient majoritaires. Les sunnites venaient juste après, et les chiites derrière, et les autres, ainsi de suite. Or, aujourd'hui, la démographie libanaise a fait que les chiites sont plus nombreux, très probablement, que les sunnites, et que les chrétiens maronites, c'est-à-dire catholiques. Le problème, c'est qu'il y a un décalage entre le maintien de la vieille mécanique qui représente les communautés qui, encore une fois, sont légalement reconnues, donc instituées, et la réalité démographique du pays. Ce qui fait que si ce système est maintenu, inéluctablement, les chiites et donc le Hezbollah, qui est le premier parti chiite, vont avoir la prépotence dans ce système. Et si ce système ne correspond pas à leur poids numérique, il va voler en éclats. Et donc, on le voit bien avec le Liban, c'est toujours un jeu d'équilibrisme, Colette.
Oui, c'est toujours très délicat, mais je me demande aussi quel est l'impact sur la population de la présence de réfugiés syriens qui est massive et qui pèse lourdement sur l'économie du pays. Est-ce que ça va jouer aussi dans le vote? Moi, je rappellerai plusieurs aspects que vous avez évoqués et que nous a rappelé quand même Michel Touma, c'est qu'effectivement, le Hezbollah nous dit quelque chose de l'Iran, nous dit que l'Iran est présent dans la région et veut faire pression dans la région. Le Hezbollah s'est engagé aussi auprès du régime syrien de Bachar el-Assad depuis 2012. On dit beaucoup qu'il a gagné en puissance de mobilisation au sein de la société libanaise, au point qu'elle s'est un peu hezbollahisée, si je puis me permettre ce néologisme, à voir quel sera le résultat des élections. Mais il y a aussi cet aspect, outre la diaspora, dans le renouvellement du corps électoral, c'est que l'âge des électeurs, l'âge du vote a été changé et qu'il y a 1/5 des électeurs qui ne pouvaient pas voter aux dernières élections, qui aujourd'hui vont pouvoir le faire, qui pour une part sont très jeunes et aspirent aussi à un changement, disons, de la vie politique. Une déconfessionnalisation voilà. du système. Alors à voir si ces 25% ou ces 20%, disons, du corps électoral suffiront, je ne suis pas sûr. L'âge de vote, mais c'est de 21 à 18 ans, c'est effectivement une des nouveautés aussi. Puis donc, comme je le disais tout à l'heure, les résultats devraient commencer à apparaître dans la nuit. On verra bien ce que ça donne. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Slimane Zeguidour de TV5 Monde, Colette Brackman du Soir et Xavier Martinet de France Culture. On va parler maintenant de la visite d'Emmanuel Macron aux antipodes de la métropole cette semaine. D'abord en Australie, puis en Nouvelle-Calédonie, territoire français depuis 1853. Le processus de réconciliation engagé depuis une trentaine d'années va aboutir cette année à un référendum d'indépendance en fin d'année. La Nouvelle-Calédonie a connu plusieurs révoltes kanaks, notamment lors des événements de 84 à 88. Faisons un petit peu d'histoire pour commencer. La Nouvelle-Calédonie est une terre d'affrontement entre les Kanaks, le peuple autochtone, 40% de la population, et les Caldoches, les Européens, 27% des 269 000 habitants. Dans les années 80, les Kanaks, emmenés par les partis indépendantistes, réclament leurs terres et leurs droits. Des gendarmes sont tués, d'autres pris en otage dans une grotte de l'île d'Ouvéa. Le 5 mai 88, l'armée donne l'assaut, 19 Kanaks et 2 militaires sont tués. Cette tragédie va pourtant entraîner un processus de décolonisation avec les accords de Matignon en 88 et ceux de Nouméa en 98. Ils vont définir une nouvelle autonomie du territoire avec un meilleur équilibre politique et économique entre Kanaks et Caldoches. Ils prévoient aussi le référendum de novembre prochain. Et référendum qui pose cette question. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Question posée pile dans 6 mois. Colette, c'est en fait un processus de décolonisation qui s'achève. Oui, c'est ça, c'est un des derniers confettis de l'Empire auquel se pose la question, vont-ils rester dans cette plus grande France qui a un plateau maritime énorme? Vont-ils rester, à mon avis, ça reste quand même une économie assistée, et donc la Nouvelle-Calédonie aura besoin de maintenir des liens économiques avec la France, et la France a besoin aussi, comme l'a dit le président Macron, de la Nouvelle-Calédonie. Je ne vois pas la France se dessaisir de ce lieu stratégique important. Xavier, sur cette question-là ? Vous disiez confetti de l'Empire. Effectivement, confetti qui vaut par son plateau continental à peu près 1 500 000 km² de zone économique exclusive. D'ailleurs, une zone qui a été agrandie dans 2015 pour la France. On va regarder la carte puisque vous en très parlez. Regardez, c'est la carte. Donc on voit Nouméa, capitale de la Nouvelle-Calédonie. Et puis on le voit, ça c'est le territoire maritime qui l'entoure. C'est grand comme à peu près 3 fois la France. Voilà, c'est cette zone des 350 miles depuis 2015, puisque la France a beaucoup milité pour pouvoir l'agrandir au même titre que toutes ces zones maritimes. Au départ, c'est la limite des 200 miles. Maintenant, elle en demande plus. Et c'est vrai qu'un des intérêts principaux est là, dans la possible exploitation, encore une fois, des gisements, même si ce n'est pas l'essentiel, puisque c'est à très long terme, c'est très coûteux, mais l'intérêt est surtout géostratégique. Si on élargit la carte, on voit très bien que cette zone constitue la bordure est de l'Australie, qui elle-même est très prisée aujourd'hui, à la fois par les diplomaties chinoises, mais aussi les diplomaties japonaises. Là-dessus, territoire absolument nécessaire à la France ? Géopolitiquement, oui. Si la France veut garder son rang géopolitique, oui. D'abord, sur le plan économique, la Nouvelle-Calédonie abrite 1/3 des réserves mondiales de nickel, c'est-à-dire 50 millions de tonnes. Comment ? 11%, je crois, des réserves mondiales de nickel. Oui. Ce qui veut dire que le nickel est absolument indispensable pour les réacteurs nucléaires et pour les moteurs d'avion.
la Nouvelle-Calédonie est le 3e producteur mondial de ce précieux métal. Mais pas seulement cela. Il y a, dans la Polynésie française, à peu près 500 000 citoyens qui y vivent. Et ces confettis que la France possède depuis 1 siècle et demi avec tous les conflits et les drames que ça a pu provoquer, donnent à la France, avec ses autres possessions d'outre-mer, fait de la France le pays qui a le 2e espace maritime mondial, c'est-à-dire 11 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 24 fois l'Hexagone, et qui la situe juste après les États-Unis en tant que puissance maritime et bien loin devant l'Australie. C'est ce qui fait que l'Australie et la Nouvelle-Zélande voient d'un très très mauvais œil la présence française dans la région. Il y a même une déclaration célèbre d'un Premier ministre néo-zélandais qui avait dit cette phrase: il est vraiment inconvenant de parler français dans le Pacifique. Une réaction là-dessus, Colette, sur cette taille de l'empire maritime français. Alors, c'est une donnée qui est connue, mais les gens n'en ont pas forcément conscience. Non, on ne s'en rend pas compte, parce que c'est un héritage de l'époque coloniale, mais ça justifie aussi le rang, comme on l'a dit, le rang de la France, sa place au Conseil de sécurité, son vote, son rayonnement dans le monde. Et je ne vois pas le président Macron se passer de cela, ni même la France. Je pense que c'est vraiment constitutif de l'identité politique française. Évidemment, c'est mal vu par les puissances régionales, par les nouvelles puissances comme peut-être la Chine, le Japon, etc. Mais c'est un fait historique. Vous savez ? En effet, je ne connaissais pas cette citation de l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande, Premier ministre de Nouvelle-Zélande. Cependant, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui l'Australie et la Nouvelle-Zélande voient d'un si mauvais œil la présence de la France dans la région. Certes, elle est très importante pour la Nouvelle-Calédonie. C'est d'ailleurs la plus importante, parce que la France a 3 anciennes possessions, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, et puis la Polynésie française. C'est la plus importante, mais aujourd'hui, il y a une donnée politique qui est quand même très très importante. C'est ce fameux axe qu'avait évoqué Emmanuel Macron lorsqu'il est arrivé en Australie, axe Paris-New Delhi, Canberra, qu'il veut construire dans la perspective toujours effectivement de encercler la Chine qui construit elle sa route de la soie, et donc c'est l'idée de faire une contre-route de la soie, cette fameuse ceinture du diamant, tout hypothétique, mais on voit qu'il y a quand même une dimension géostratégique et géopolitique qui pourrait amener ces 3 pays, France, Nouvelle-Zélande et Australie, à coopérer beaucoup plus intensément en tout cas. Et on va citer Emmanuel Macron qui disait lors de son déplacement, je crois, l'axe Indo-Pacifique a cette ambition géopolitique, nous avons un rôle à jouer, cette stratégie est essentielle si nous ne voulons pas que cette région tombe sous une nouvelle hégémonie. Tout ça évidemment avec ce référendum dans 6 mois. Regardez la une du quotidien, les Nouvelles calédonienne, le début d'une histoire avec la Calédonie. Le président français qui était sur place cette semaine ne s'est pas expressément positionné dans le débat pour le référendum du 4 novembre. Il a plaidé pour le maintien d'une relation étroite entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Pourtant, pendant la campagne, il n'a pas caché sa position. On la sentait un petit peu quand même lors de cette visite. Je pense que ceci explique cela. Effectivement, le président s'est bien gardé de se prononcer en tant que président. D'ailleurs, la formule qu'il a utilisée, elle était très claire. En tant que président, je ne peux pas me prononcer en tant que président. Il l'a répété, je crois. Cependant, on voit qu'il tient à conserver la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et pour cette raison, précisément, je pense. Quelles sont les chances pour que l'indépendance passe ? On en est où dans ce rapport à 6 mois-là ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que soit la présence au sein de la République, soit l'indépendance. Il y a des tas de systèmes d'autonomie locale. Déjà, il y a déjà une autonomie, une relative autonomie. Oui, c'est un statut très particulier, oui, celui de la Nouvelle-Calédonie. Mais il est toujours possible d'envisager un système qui permette à la Nouvelle-Calédonie de rester géopolitiquement dans le giron de la France, tout en gérant elle-même ses propres budgets et sa politique intérieure. Donc ce que vous nous dites, c'est quoi qu'il arrive, il y aura un lien entre la France et la Nouvelle-Calédonie, c'est ça que vous nous dites ? Certainement, ne serait-ce qu'à cause ou en raison de la population d'origine hexagonale qui est là-bas. Et d'ailleurs, jusqu'ici, l'interventionnisme de la République dans la vie politique intérieure était indispensable pour un minimum de
de consensus de la population nouvelle-calédonienne, car le système électoral sur place défavorise les Kanaks. Et donc les Kanaks, ce sont les autochtones qui sont là depuis calme. C'est ça, ils sont défavorisés. Les Français, soit des Caldoches qui sont là depuis très longtemps, soit des Français de métropole qui sont arrivés un peu plus tardivement, et puis à peu près un tiers de Océaniens, etc. Je reprécise ça parce que c'est vrai que tout à fait, c'est tout à fait indispensable, effectivement. Et donc, si vous voulez, il y a encore un décalage criant de niveau de vie, de niveau d'instruction entre la population kanak et la population d'origine européenne. C'est là où l'intervention de l'État pour maintenir, pour que le gouffre ne soit pas, qu'on ne puisse plus le combler, continue d'intervenir. Et le sort de cette population, si je puis dire, d'origine européenne, qui est une population de cadres supérieurs, etc., et même si cette supériorité s'est construite dans un cadre colonial inégal et donc injuste, il n'empêche qu'aujourd'hui, cette population fait partie de la Nouvelle-Calédonie et elle est indispensable à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie, de son futur, quel que soit le statut qu'elle prendra. Ouais, je ferai juste 3 petites remarques. Effectivement, un peu comme pour Mayotte, il y a un enjeu de rattrapage, on va dire, de la Nouvelle-Calédonie par rapport à la métropole en ce qui concerne l'accès aux services publics, notamment. La deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement aussi une présence de 40% de la population kanak, mais si on regarde bien dans ce congrès calédonien qui fait 76 élus, je crois, il y a une présence qui est quand même minime de ces groupes indépendantistes, notamment le FLNKS, qui doit être autour de, si je ne me trompe pas, 13% maximum, si je me rappelle bien, avec une présence globale de 20% maximum pour les indépendantistes. C'est plutôt les loyalistes qui dominent. Et troisième remarque, c'est cette question qui est posée par le référendum. Effectivement, elle est assez ouverte pour permettre, quelle que soit la souveraineté qu'a la Nouvelle-Calédonie, un certain nombre d'associations avec la France. Colette, la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'une indépendance est viable économiquement aussi? Vous l'évoquiez tout à l'heure, en admettant qu'il y ait une indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'elle peut se débrouiller seule? Mais je crois que ce serait très difficile et que de toute façon des liens économiques doivent subsister avec la France. Je crois que le président, ce qui est frappant, a tenu des propos vraiment de réconciliation pour dépasser les souvenirs des événements dramatiques d'il y a 30 ans. Et il s'est tenu en retrait sur le plan de référendum proprement dit, mais par contre il a une attitude très, très constructive, comme s'il laissait déjà la place à des accords futurs. Et je crois que les liens ne vont pas se rompre et qu'il y en va même dans l'intérêt de l'Europe, après cette Europe, après le Brexit, que la France, qui reste, elle, dans l'Union européenne, garde cet ancrage et ces liens avec un peu le bout du monde qu'est la Nouvelle-Calédonie. Et sur ces propos, rapidement, pour terminer, Slimane, sur ces propos d'apaisement envers une ancienne colonie, ça rappelle un petit peu les propos qu'il avait déjà tenus par rapport à l'Algérie, éventuellement? Ou rien à voir? Oui, de toute façon, la France a construit son empire. Si aujourd'hui le soleil ne se couche pas sur le territoire de la République, de la Nouvelle-Calédonie jusqu'en Guyane, cela a été construit à coups d'invasion et à coups de canonnières. Donc tout cela mérite d'être apaisé pour aller vers l'avenir. Et la Nouvelle-Calédonie n'y échappe pas. Un mot pour terminer? Oui, vous-même, vous l'avez souligné, Sylvia, il y a ce terme très particulier d'événement pour qualifier finalement la prise d'otage et puis l'assaut sur la grotte d'Ouvéa à l'époque, qui montre bien qu'il y a un processus de réconciliation, mais qui passe beaucoup par l'implicite. C'est assez singulier et je pense qu'il faut le souligner aussi. Et ce référendum qui aura lieu le 4 novembre, pile dans 6 mois. Je vous propose qu'on termine comme toujours avec notre ami Dilemme, la semaine d'un coup de crayon. On va voir ce qu'il a retenu de cette actualité. Regardez tout de suite ce mot-là iranien au centre d'une cible. Les États-Unis et Israël imposent des lignes rouges à Téhéran. Washington regrettera, je cite, comme jamais de quitter l'accord sur le nucléaire, avertit l'Iran aujourd'hui. Réponse à venir cette semaine, samedi prochain, normalement. Fait un vœu, dit ce père à son fils face à ce qui ressemble à une étoile filante, en l'occurrence des missiles d'origine inconnue visant le régime syrien. C'était dimanche dernier. La France, outrée par les propos de Donald Trump, le président américain a utilisé les attentats à Paris pour défendre le droit à porter une arme. Il veut un changement de mentalité, écrit Dilemme avec cet échange. Fusil et capuche du Ku Klux Klan contre baguette.
Ce cinquantenaire en France, mai 68 est derrière nous. Emmanuel Macron n'a pas peur de la rue. Devrait-il s'en méfier, s'interroge Dilemme, avec ce jet de pavé qui, vous le voyez, vise bien l'arrière du crâne. Et enfin, en Espagne, dernier dessin de Dilemme cette semaine, autodissolution de l'organisation séparatiste basque ETA, connue pour ses attentats. Merci, on s'est bien éclaté, expliquent ses anciens membres. Sans commentaire. Merci Dilemme. Merci à vous trois d'être venus ici commenter, décrypter l'actualité de la semaine. Merci à vous qui nous regardez fidèlement dimanche après dimanche aux quatre coins de la planète. On attend vos commentaires, vos remarques, vos questions sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain.